Tout le monde m'a accusé d'avoir harcelé ma petite amie lors de ses funérailles. Chloé s'était moquée de mes chaussures de contrefaçon pendant les obsèques d'Amélia, ces mêmes chaussures qu'Amélia m'avait offertes pour notre anniversaire. Quand j'ai enfin pris la parole, elle a levé les yeux au ciel et a balancé « Peu importe, tu n'étais pour elle qu'un secret honteux. Je l'ai simplement fixé. C'était il y a 11 semaines. » Ce matin, elle a débarqué devant chez moi en larmes, me suppliant de ne pas révéler ce que je sais. J'avais vécu une relation cachée avec Amélia pendant 1 an quand j'ai appris qu'elle s'était suicidée. Ses funérailles ont eu lieu 1 semaine plus tard. J'y suis allé habillé tout en noir, sans chichi, espérant passer inaperçu. Je me suis tout de suite rendu compte que j'étais le seul noir dans l'assemblée, et voir ses copines m'a rappelé pourquoi on avait choisi de garder notre histoire secrète. Les murmures ont commencé avant même que je puisse m'asseoir. « C'est qui, lui ? Je l'ai jamais vu » chuchotait-il, comme si je n'entendais rien. Une mamie blanche a serré son sac contre elle en passant devant moi, et j'ai senti ma gorge se nouer, sachant qu'Amélia avait toujours cherché à m'épargner ce genre de malaise. À peine installée tout au fond de la salle, une mère a attrapé sa fille ado par le bras pour l'emmener à l'autre bout, me lançant un regard qui voulait tout dire, comme si je risquais de gâcher la cérémonie. Madison et Chloé étaient 3 rangs devant. Je les avais reconnus grâce à l'Instagram d'Amélia. Elle n'arrêtait pas de se retourner pour me dévisager, et Madison a glissé un mot à Chloé, qui a aussitôt baissé les yeux vers mes chaussures. « Ce sont des fausses », a lâché Madison, sans même baisser la voix. Même pour ses funérailles, il n'a pas réussi à s'habiller correctement. L'ironie me brûlait la gorge, sachant qu'Amélia m'avait offert ses chaussures, en me disant qu'elle adorait quand je les portais. « Regarde-moi ce costard de chez Carrefour », a enchaîné Chloé. Toutes les deux ont sorti leur téléphone pour me prendre en photo, en ricanant comme si on était dans une salle de classe, pas à un enterrement, tellement déplacé. J'essayais de me concentrer sur la cérémonie, sur la photo d'Amélia posée à l'avant, mais rien à faire. Les larmes coulaient toutes seules. Mes mains tremblaient alors que j'essuyais discrètement mon visage, mais même ça devenait une cible pour elle. « Regarde-le pleurnicher comme ça », a soufflé quelqu'un derrière moi. « Un vrai homme, ça se tient. » Madison s'est carrément retourné, les yeux plissés, et a lancé à Chloé. Il parle tout seul, assez fort pour que tout le monde entende. Il n'a pas l'air net. Je suffoquais de chagrin, tentant de retenir mes sanglots, et c'est là que Chloé en a rajouté une couche. « Regarde comment il se balance. Il doit être autiste, ce gars-là. » Elle a attrapé le bras de Madison en exagérant. « On devrait prévenir quelqu'un. Il va peut-être péter un câble. Ces gens-là s'imaginent des trucs qui n'existent pas, » a ajouté un parent d'un ton glacial. J'ai senti mon estomac se tordre, comprenant qu'il me prenait pour un intrus débarqué de nulle part. Il ferait mieux de se faire aider que de venir déranger les autres. Plusieurs personnes se sont levées pour aller s'asseoir plus loin, en secouant la tête de façon bienvoyante. Autour de moi, un vide s'est creusé, comme si j'avais la peste. Chloé s'est mise à se balancer sur sa chaise pour se moquer de moi pendant que Madison filmait la scène, et cette méchanceté m'a fait serrer les poings à m'enfoncer les ongles dans la paume. Quand je me suis levé pour aller dire au revoir à la seule qui m'ait jamais vraiment vu, Madison a lancé d'une voix limpide et sans gêne « Oh, c'est le type chelou qui était obsédé par elle ?» J'ai pris ça en pleine figure. Tout le monde s'est tourné vers moi. « Il doit bien avoir des photos bizarres d'elle sur son portable », a-t-elle enchaîné, jouant la tragédienne. Chloé a renchéri, la bouche tordue de dégoût. « C'est malsain. Tu prends ton pied à la voir comme ça. » Les parents d'Amélia se sont levés d'un bond, suivis de la famille, formant aussitôt une barrière entre moi et le cercueil. La voix de Madison couvrait le brouhaha. « Ne le laissez pas approcher. Ces gens font n'importe quoi. » Je suis resté là, cloué, incapable de réagir sans aggraver les choses, quand soudain la petite sœur d'Amélia a quitté ses parents et a couru vers moi. « Tyrone !» Elle s'est jetée dans mes bras devant tout le monde stupéfait. En pleurant, elle a supplié. « Montre-leur la constellation, celle que vous avez tous les deux. » Les mains tremblantes, j'ai remonté ma manche et dévoilé le tatouage. Une constellation, avec les initiales E plus J perdues parmi les étoiles. Sa mère s'est précipitée vers le cercueil, a saisi le poignet d'Amélia. Même dessin, exactement. Elle disait que tu étais son âme sœur, a murmuré la petite sœur. Un silence de plomb est tombé sur la pièce. Madison et Chloé ont blêmi, reculant d'un pas. On ne savait pas, a balbutié Madison. Chloé, tellement sous le choc qu'elle en a laissé tomber son téléphone, a murmuré « On voulait juste, on croyait, le temps s'est figé ». Quelques secondes d'un malaise absolu. Madison ouvrait et refermait la bouche sans un mot. Chloé ramassait son portable, la main tremblante. Toute la salle s'est figée, chacun essayant de comprendre ce qu'il venait de se passer. La mère d'Amélia s'est approchée, le regard fixé sur mon tatouage. Elle a tendu la main sans oser me toucher, ses doigts dessinant dans l'air les traits de la constellation Cassiopée, nos initiales glissées entre les étoiles. C'est Amélia elle-même qui l'avait dessiné. Une nuit où on s'était projeté dans un avenir qu'on n'aurait jamais. Son père a toussé, rompant le silence, et a invité tout le monde à se rasseoir, le visage partagé entre trouble et révélation. Je l'ai vu échanger un regard lourd de sens avec sa femme, et j'ai senti mon cœur se serrer. La cérémonie a repris, mais tout avait changé. Là où il y avait des discours malveillants et des regards en coin, il ne restait qu'un silence gêné et des visages baissés. Madison et Chloé restaient raides, incapables de croiser mon regard. La mère qui avait écarté sa fille plus tôt fixait le sol, rouge de honte. Lorsque le pasteur a invité l'assemblée à partager ses souvenirs, je suis resté figé sur mon banc. J'avais les jambes en coton, incapable d'imaginer parvenir jusqu'à la tribune sans m'effondrer. Et puis, qu'aurais-je pu dire qui n'aurait pas tout empiré? Que nous étions ensemble depuis 1 an sans que personne ici ne soit au courant, qu'elle avait eu peur de ce jugement qui venait précisément de s'abattre sur elle. À ma place, Madison s'est levée, la voix tremblante, pour évoquer des après-midi shopping et des soirées pyjama, des banalités sur une amitié qui, manifestement, comptait plus pour elle que pour Amélia. Chloé a enchaîné, racontant l'épisode du choix de la robe du bal, en évitant soigneusement de croiser mon regard.
Après la cérémonie, alors que tout le monde rejoignait sa voiture pour le cortège vers le cimetière, la petite sœur d'Amelia m'a attrapé la main. Elle s'appelait Alexandra, mais Amelia l'appelait toujours Ali. Elle n'avait que 14 ans, mais la même détermination farouche que sa sœur brillait dans ses yeux. « Maman veut te voir », a-t-elle murmuré en m'entraînant dans une pièce où ses parents nous attendaient. La discussion qui a suivi m'a brisé le cœur une fois de plus. Ils savaient qu'Amelia voyait quelqu'un, ils avaient bien remarqué son changement d'humeur au fil des mois, le bonheur qui illuminait son visage quand elle consultait son téléphone, le soin qu'elle mettait à se maquiller, même pour sortir faire quelques courses. Il s'était posé des questions, mais elle avait toujours éludé, prétextant que ce n'était pas encore sérieux. Sa mère m'a montré à nouveau le poignet d'Amelia, effleurant du doigt le tatouage qu'il n'avait redécouvert qu'après sa mort. Il s'était longtemps demandé ce que signifiaient ces initiales, allant jusqu'à demander au directeur des pompes funèbres s'il pouvait les éclairer. Maintenant il savait, E pour Emily, son deuxième prénom qu'elle avait toujours préféré, J pour James, le mien, qu'elle trouvait digne d'un prince de conte de fées. Elle tenait un journal, a murmuré son père. On n'a pas réussi, on n'a pas pu le lire encore, mais peut-être que toi, tu devrais. Le carnet en cuir qu'il me tendait m'était familier. Amelia l'avait toujours sur elle. Elle y griffonnait dès qu'une idée lui traversait l'esprit, même pendant nos rendez-vous. Je me moquais gentiment, la surnommant poétesse, mais elle se contentait de sourire en disant qu'elle voulait tout garder. J'ai glissé le carnet sous ma veste, tout contre mon cœur, alors que nous nous préparions à rejoindre le cimetière. Dehors, Madison et Chloé étaient serrées l'une contre l'autre près d'un SUV noir, entourées de leurs parents. Quand elles m'ont vu sortir avec la famille d'Amelia, je les ai vus pâlir à nouveau. Au cimetière, la cérémonie fut plus intime, plus recueillie. Cette fois, je suis resté près de la famille, tenant la main d'Ali pendant qu'on descendait Amelia dans la terre. Le poids du journal contre ma poitrine me rappelait tous les secrets que nous avions partagés, tous ces moments volés à l'ombre, parce que le monde n'était pas prêt à nous accepter. Quand la première pelletée de terre a retenti sur le cercueil, j'ai entendu Madison chuchoter frénétiquement à sa mère. Chloé pleurait, mais cela ressemblait davantage à de la panique qu'à un véritable chagrin. Elle ne cessait de jeter des regards vers moi, vers les parents d'Amelia, vers la tombe. On aurait dit que la réalité de ce qu'elles avaient déclenché commençait à les rattraper. Après l'inhumation, alors que les gens commençaient à partir, la mère d'Amelia s'est approchée de Madison et Chloé. Je n'ai pas entendu ce qu'elle leur a dit, mais j'ai vu leur stupeur et la crispation des visages de leurs parents. Quoi qu'il se soit passé, ça s'est terminé par le départ précipité de Madison et Chloé, raccompagnés à leur voiture. La réception avait lieu chez Amelia, dans une maison où je n'avais jamais mis les pieds tant qu'elle était en vie. Franchir le seuil m'a paru irréel, comme si je découvrais d'un coup la vie qu'elle menait loin de moi. Les murs étaient couverts de photos de famille, même récentes, mais son sourire semblait parfois un peu forcé. Finalement, je me suis retrouvé dans sa chambre, où Ali m'a discrètement emmené pendant que les adultes discutaient en bas. Tout était exactement comme Amelia me l'avait décrit. Les guirlandes lumineuses accrochées au plafond, les étagères pleines à craquer de livres, son bureau encore encombré de dossiers d'inscription à l'université qu'elle n'enverrait jamais. Elle parlait tout le temps de toi, a soufflé Ali en s'asseyant sur le lit. Elle ne disait jamais ton prénom, mais je savais. Elle rentrait de vos rendez-vous, elle rayonnait. Sur la table de nuit trônait une photo que j'ai tout de suite reconnue, même si on m'y avait soigneusement effacée. Elle avait été prise lors de notre sortie au jardin botanique, 3 mois plus tôt. Sur l'original, nous rions tous les deux, mon bras autour de ses épaules. Côté première impression catastrophique, difficile de faire pire. Ces gens avaient réussi à transformer des funérailles en compétition de jugements hâtifs, avec en bonus des enregistrements de téléphone et des soupirs dignes d'un mauvais feuilleton. Cette fois, il n'y avait qu'elle sur la photo, mais si l'on regardait bien, on distinguait le bout de ma main sur son épaule. Madison et Chloé sont venues la semaine dernière, a continué Ali en baissant la voix. Après tout ça, elles ont fouillé sa chambre et sont reparties avec quelques affaires, soi-disant pour garder des souvenirs. Mon estomac s'est noué. Je me suis mis à penser à toutes les photos sur le téléphone d'Amelia, celles de nous deux qu'elle avait gardées pour elle. Les avait-elle vues? Était-ce pour ça que Madison s'était empressée de me traiter d'obsédée, de personne malsaine? En bas, la réception se poursuivait dans une ambiance feutrée, faite de conversations à voix basse et de souvenirs échangés. Je suis resté bien plus longtemps que je ne l'aurais dû dans la chambre d'Amelia, à tenter de mémoriser chaque détail. C'était le plus proche que je pourrais jamais être d'elle. Quand je me suis enfin décidé à redescendre, la maison s'était vidée. Madison et Chloé n'étaient plus là, mais leurs parents étaient restés, discutant à voix basse avec les autres adultes. J'ai saisi au vol des bribes sur la nécessité d'organiser des ateliers de sensibilisation, de proposer un accompagnement psychologique, et j'ai compris que l'incident des funérailles avait fait du bruit dans la communauté. Le père d'Amelia m'a alors pris à part, juste avant mon départ. On fera une cérémonie privée la semaine prochaine, m'a-t-il dit. Juste la famille et les vrais amis. On aimerait que tu sois là. J'ai simplement acquiescé, incapable de prononcer un mot tant j'avais la gorge nouée. Il m'a glissé une carte avec son numéro, ce qu'Amelia n'avait jamais osé me donner de son vivant. Il faudra qu'on parle, a-t-il ajouté, d'Amelia, de ce qui l'a poussé à tout cacher, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on pleure. Alors que je rejoignais ma voiture, j'ai aperçu la mère de Madison qui venait vers moi, l'air embarrassé, les mains crispées. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé tout à l'heure », a-t-elle soufflé d'une voix tendue. « Les filles, elles ont du mal à accepter la perte. Ce n'est pas une excuse, mais parfois, le chagrin fait faire n'importe quoi. » J'aurais aimé lui dire que le deuil n'excusait ni l'intolérance ni la cruauté, mais je me suis contenté de hocher la tête avant de poursuivre vers ma voiture. Ce n'était ni le lieu ni le moment d'ouvrir ce débat.
Le trajet du retour m'a semblé interminable. Le journal d'Amelia attendait sagement sur le siège passager, mais impossible de trouver la force de l'ouvrir, pas en conduisant, pas alors que la douleur était encore à vif. J'ai décidé que j'attendrais d'être chez moi, à l'abri, pour m'autoriser à flancher. Mon téléphone vibrait sans arrêt, saturé de messages, certains provenant de numéros inconnus, sûrement des personnes croisées aux obsèques à qui les parents d'Amelia avaient donné mon contact. Je verrai ça plus tard. Tout ce que je voulais, c'était rentrer. Mais en arrivant sur le parking de mon immeuble, j'ai remarqué une voiture familière sur la place visiteur. La Mercedes blanche de Madison, celle qu'Amelia regardait toujours avec un mélange d'agacement et de résignation. J'ai serré le volant, hésitant une seconde à faire demi-tour. Avant que j'aie pu me décider, Madison est descendue de voiture. Elle n'avait plus rien à voir avec la jeune femme impeccablement maquillée des funérailles. Elle semblait rapetissée, éteinte, le maquillage coulant et le téléphone serré entre les doigts, comme une bouée de secours. Je suis sorti lentement, gardant mes distances, peu enclin à entendre ce qu'elle avait à dire. Pourtant, pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait du mal à trouver ses mots. « J'ai quelque chose », a-t-elle murmuré, à peine audible. « Quelque chose d'Amelia que j'ai pris sans réfléchir, que je n'aurais pas dû garder. » Elle m'a tendu une petite clé USB, la main tremblante. « Ce sont des photos de vous deux. Je les ai trouvées sur son ordinateur la semaine dernière, en aidant sa mère à trier ses affaires. J'ai failli tout effacer, puis j'ai gardé la clé. Nos doigts se sont frôlés. Au contact, elle a brusquement retiré sa main. « Je ne cherche pas à me faire pardonner », a-t-elle repris. « Ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que nous avons fait, ça ne s'efface pas. Mais Amelia t'aimait. C'est évident maintenant. Et tu mérites d'avoir ses souvenirs. » Elle s'est tournée pour partir, puis s'est arrêtée une dernière fois. « Pour ce que ça vaut, tu l'as rendue heureuse. Plus heureuse que nous n'avons jamais su le faire. » Elle s'est éloignée, me laissant là avec cette clé USB qui peut-être contenait les seuls clichés d'Amelia et moi ensemble. Elle semblait peser une tonne, comme si j'avais son cœur entre les mains. Une fois rentré, j'ai posé le journal et la clé USB sur la table basse et je les ai contemplés longuement, incapable de bouger. 2 fragments d'Amelia que je n'aurais jamais pensé posséder. 2 fragments qui pourraient, un jour, m'aider à comprendre son choix, mais pas ce soir. Ce soir, j'avais seulement besoin de me rappeler son rire, son sourire, la façon dont elle dessinait des constellations du bout des doigts sur ma peau en rêvant de l'avenir. Ce soir, je devais pleurer la femme que j'aimais, la vie à laquelle nous n'aurions jamais droit, et les secrets qui nous avaient tout coûté. Demain, j'affronterai ce que ce journal renferme, demain je regarderai ses photos, je me raccrocherai aux souvenirs heureux, mais ce soir était fait de larmes, de colère et du poids écrasant de l'absence. Assis dans le noir de mon appartement, je pensais à Madison et Chloé, à la culpabilité qu'elles auraient désormais à porter, à la conscience amère que leur méchanceté s'était abattue sur la personne que leur meilleure amie avait aimée. Ce n'était pas tout à fait de la justice, mais c'était déjà ça. La sœur d'Amelia m'avait envoyé un message pendant que je roulais, un simple mot, « Elle t'aimait ». N'en doute jamais. Je me raccrochais à cette phrase alors que la nuit s'étirait, que la réalité d'un monde sans Amelia me recouvrait comme un voile funèbre. Elle m'avait aimé, même si la peur l'avait empêché de l'assumer, et je l'avais aimé, même si je n'aurais jamais l'occasion de le prouver à ceux qui doutaient de nous. Le journal restait là, silencieux, sur la table. Demain, je découvrirai ce qu'il cachait. Mais ce soir, je murmurais simplement son prénom dans la nuit, en espérant qu'elle puisse m'entendre, quelque part. Le lendemain matin, je me suis réveillé les yeux gonflés, le journal toujours à la même place. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de numéros inconnus, des dizaines de messages. Je les ai survolés en préparant le café, les mains encore fébriles. La plupart venaient de gens croisés aux funérailles, oscillant entre excuses maladroites et menaces à peine masquées. Un numéro avait tenté sa chance toute la nuit. En écoutant la messagerie, la voix de Madison a envahi ma cuisine, pâteuse, au bord de la panique. Elle bafouillait qu'elle devait me parler, évoquait des choses incompréhensibles, disait que tout s'effondrait. J'ai effacé le message sans attendre la fin. Quand j'ai enfin pris le journal en main, il m'a paru plus lourd que jamais. L'écriture d'Amelia couvrait chaque page, soigneuse, retraçant notre année ensemble avec une sincérité bouleversante. Elle y racontait notre première rencontre à la librairie, comment elle avait faim d'avoir besoin d'aide juste pour pouvoir m'adresser la parole. Elle avait consigné chaque rendez-vous, chaque échange, chaque moment où elle était tombée un peu plus amoureuse. Mais au fil des pages, à côté des lettres d'amour, se glissaient aussi des passages plus sombres. Elle évoquait le racisme ordinaire de Madison et Chloé, leurs petites phrases sur ces gens-là, leur jugement contre ceux qui ne leur ressemblaient pas. Elle racontait sa peur, le fait qu'elle cachait notre histoire non seulement à elle, mais à tous, terrifiée à l'idée de ce qu'elle pourrait me faire si la vérité éclatait. Son secret lui avait pesé bien plus lourd que je ne l'avais jamais compris. En branchant la clé, des centaines de photos sont apparues. Nous deux dans un parc, dans des petits restos où personne ne nous connaissait, des selfies pris à la va-vite lors de nos virées nocturnes. Mais il y avait aussi d'autres fichiers. Des vidéos qu'Amelia avait prises de Madison et Chloé à leur insu. Sur l'une, datant d'à peine un mois, on les voyait assises dans la chambre d'Amelia pendant qu'elle était à la salle de bain. Madison fouillait dans son téléphone, riait de ses messages, lançait des remarques cruelles. Comment Madison a-t-elle pu passer du fait de dissimuler des preuves à me tendre du jour au lendemain, la clé USB contenant toutes leurs photos? Sa façon d'osciller entre la cruauté affichée lors des obsèques et cette soudaine décision d'apporter précisément ce qu'elle voulait cacher me laisse perplexe. Qu'est-ce qui a pu lui faire changer d'avis aussi brutalement? Chloé avait lancé, moqueuse, qu'il fallait vérifier si Amelia avait enfin trouvé quelqu'un d'assez désespéré pour sortir avec elle. Elles n'avaient cessé leurs commentaires que lorsqu'elles avaient entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir.
Sur une autre vidéo prise lors d'une fête, on les voyait discuter, complètement ivres, en expliquant qu'Amelia restait dans leur groupe uniquement parce qu'à côté d'elle, elle paraissait plus brillante. Elle se moquait de son anxiété, de sa dépression, des boîtes de médicaments qu'elles avaient repérées dans sa salle de bain. Leur méchanceté était presque routinière, tellement rodée qu'on aurait dit qu'elle n'avait jamais rien connu d'autre. Mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai décroché, et la voix lasse du père d'Amelia m'a expliqué que depuis le matin, les parents de Madison et Chloé multipliaient les appels pour savoir pourquoi leur fille était à la cible de harcèlement en ligne. La vidéo des obsèques avait fait le tour de leur communauté, et les gens les reconnaissaient, les interpellaient sur leur attitude. Il m'a demandé de passer chez eux, qu'il fallait qu'on mette les choses à plat. Derrière, j'entendais la mère d'Amelia en pleurs, et Ali tentant de la consoler. Même à travers le combiné, la souffrance dans cette maison était tangible. Quand je suis arrivé, plusieurs voitures occupaient déjà l'allée. Depuis la fenêtre, j'apercevais les parents de Madison et Chloé dans le salon, le visage fermé, rouge de colère ou de honte. Ali m'a ouvert, m'a saisi la main et m'a entraîné à l'intérieur avant que j'aie le temps de réfléchir. Ce qui a suivi a été un vrai calvaire. La mère de Madison m'a reproché de manipuler tout le monde pour attirer l'attention. Le père de Chloé, lui, a menacé de porter plainte pour diffamation, sans jamais réussir à expliquer ce qui aurait été diffamé. Ils exigeaient que je supprime des publications que je n'avais même pas faites, que je retire des vidéos que je n'avais jamais diffusées. La mère d'Amelia s'est levée, serrant toujours contre elle le journal intime que je lui avais rendu ce matin-là. Elle l'avait lu en entier, affrontant la douleur de sa fille, exposée crûment à chaque page. D'une voix tremblante, elle leur a parlé de tout ce que leurs filles avaient fait subir à Amelia, de la façon dont elle l'avait réduite à néant, de la peur qu'Amelia avait eue à l'idée de me présenter à cause de leur réaction. Madison et Chloé sont restées silencieuses, leur assurance d'antan envolée. Lorsque la mère d'Amelia a cité un passage où elle disait à Amelia qu'elle était trop laide pour plaire à qui que ce soit, à peine une semaine avant sa mort, Madison a fondu en larmes. Mais même ses sanglots semblaient factices, davantage dus au fait d'avoir été démasqués qu'à de réels remords. La réunion s'est dissoute quand le père d'Amelia a demandé à tout le monde de partir, sauf moi. En sortant, j'ai entendu la mère de Chloé invectiver sa fille sur le trottoir, plus soucieuse de l'image de la famille que de la réalité des faits. Les parents de Madison, eux, déjà accrochés à leur téléphone, devaient sûrement appeler des avocats ou des agences de communication. Dès que je me suis retrouvé seul avec la famille d'Amelia, la vraie discussion a commencé. Ils voulaient tout savoir, comprendre la relation qu'ils n'avaient reconnue qu'à moitié. Je leur ai parlé de nos rendez-vous secrets, de nos projets après la fac, de nos rêves de partir dans une ville où personne ne s'étonnerait de voir un couple mixte se promener main dans la main. Ali m'a montré l'ordinateur portable d'Amelia, qu'elle avait caché le jour où Madison et Chloé avaient fouillé la chambre. Dedans, il y avait des brouillons de lettres jamais envoyées, dont une destinée à ses parents pour tout leur expliquer. Elle comptait leur parler de notre histoire une fois son diplôme en poche, quand elle pourrait subvenir à ses besoins si jamais ils réagissaient mal, mais ils ne l'auraient jamais mal pris. Son père m'a confié qu'il s'était douté qu'elle fréquentait quelqu'un et qu'il n'attendait qu'une chose, qu'elle ait suffisamment confiance en eux pour se confier. Ils n'avaient jamais accordé d'importance à la couleur de peau, ils ne voulaient que le bonheur de leur fille. Réaliser qu'elle avait gardé tout ça pour elle, pour rien, était presque insupportable. Pendant qu'on discutait, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. La vidéo était en train de circuler bien au-delà de leur entourage, et d'autres personnes partageaient leurs propres histoires au sujet de Madison et Chloé. D'anciens camarades de classe racontaient des années passées sous leur emprise, sous couvert d'amitié. D'autres filles évoquaient le jour où elles avaient été mises à l'écart parce qu'elles n'étaient pas assez jolies ou pas assez riches. Une certaine Sarah m'a envoyé des captures d'écran de messages datant du lycée, où Madison et Chloé tenaient un classement de leurs copines, avec Amelia systématiquement en bas de la liste. Elles le partageaient entre elles, l'humiliaient, tout en prétendant être ses meilleures amies. Cette cruauté ne datait pas d'hier. C'était un schéma qui venait enfin d'être mis à nu. Elles avaient publié des excuses soigneusement rédigées, truffées de formules toutes faites et de références floues à des malentendus ou à la souffrance qui pousse à mal agir. Les commentaires ne laissaient rien passer, dénonçaient chaque détour, chaque esquive. Quelqu'un avait retrouvé et partagé une vieille photo Instagram d'Amelia où l'on reconnaissait Madison et Chloé. On y voyait Amelia légèrement en retrait, un sourire qui ne parvenait pas à ses yeux, pendant que ses meilleures amies prenaient la pose au premier plan. Tout se lisait dans leur langage corporel et, cette fois, tout le monde le voyait. J'ai passé des heures à relire le journal, cette fois-ci concentré sur les pages où nous rêvions de l'avenir. Nous avions cherché des villes où les couples mixtes étaient la norme, où nous pourrions marcher main dans la main sans crainte. Elle avait mis de côté des annonces d'appartements et d'emplois, créé tout un tableau Pinterest des endroits où nous pourrions construire notre vie ensemble. L'ironie était cruelle. Nous avions tant planifié pour échapper au regard des autres, sans imaginer que le vrai poison venait de celle dont elle ne pouvait pas s'éloigner. Madison et Chloé avaient lentement étouffé sa lumière pendant des années, et je n'étais arrivé qu'à l'épilogue. Les jours suivants, d'autres témoignages se sont accumulés sur Madison et Chloé. Des parents qui n'avaient jamais cru leurs enfants ouvraient enfin les yeux. Le proviseur de leur ancien lycée avait même lancé une enquête sur les événements passés. L'université avait reçu plusieurs signalements à leur sujet, non pas pour lancer des procédures ou faire du bruit dans la presse, mais parce que certaines familles avaient un besoin de comprendre ce qui s'était réellement passé. Il y avait ces parents impuissants, voyant leurs enfants souffrir sans jamais saisir la cause, et ses amis mis de côté sans aucune explication. Nous nous sommes retrouvés chez Amelia, ses parents tenaient absolument à accueillir tout le monde. Petit à petit, nous avons mis en place un réseau de soutien pour celles et ceux qui avaient été victimes de relations toxiques. Ce n'était pas une association officielle, juste des gens solidaires qui savaient ce que signifiait cette douleur.
De son côté, la famille de Madison a tenté de limiter les dégâts par l'intermédiaire de leur avocat, envoyant des lettres de mise en demeure à plusieurs familles pour les menacer de poursuites si elles continuaient à diffamer leur fille. Mais personne n'était dupe. Dire la vérité n'a jamais été de la diffamation et chacun le savait. Chloé, elle, a choisi une autre tactique. Elle est venue à l'une de nos réunions, prétendant vouloir s'excuser et arranger les choses. Mais dès qu'on lui a demandé d'assumer réellement ses actes, elle s'est dérobée, cherchant des excuses. Elle a fini par partir, comprenant que personne ne croyait à sa tentative de rédemption. Le fonds commémoratif que nous avions mis en place au nom d'Amelia prenait de l'ampleur, à mesure que de plus en plus de personnes y contribuaient. Les commerçants du quartier ont aussi fait des dons, après avoir entendu notre histoire par le biais de leurs employés. Une psychologue spécialisée dans les relations toxiques s'est proposée pour offrir des consultations gratuites à ceux qui en avaient besoin. Ce soir-là, je me suis installé, avec le journal, la clé USB et l'album photo étalés devant moi. Tous ces souvenirs d'Amelia étaient tout ce qu'il me restait, mais ils racontaient l'histoire d'un amour qui, même caché, avait été sincère. Demain, je commencerai à raconter cette histoire à ma manière, non pas pour la gloire ou la vengeance, mais pour rendre hommage à la vraie Amelia et à l'amour que nous avons partagé. Je porte toujours fièrement le tatouage de la constellation, et quand on m'en demande la signification, je parle d'Amelia, de notre amour, de nos rêves, et de l'importance de vivre en restant fidèle à soi-même. Madison et Chloé ont tout fait pour effacer cet amour, mais elles n'y sont pas parvenues. Merci d'être restés jusqu'au bout et de m'avoir permis de partager quelques sourires. J'ai vraiment apprécié ce moment. D'ici à ce que nos chemins se croisent à nouveau, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, ça compte plus que vous ne l'imaginez.